Bon, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je suis ravi de vous retrouver ce matin pour notre matinée éthique et neuroréanimation. Alors, je vous annonce juste une petite modification dans le déroulé de la première session qui aura lieu de 9h à 10h30, période à l'issue de laquelle on aura la pause café. Donc, pour cette session là, sur comment prendre les décisions en neuroréanimation et le rôle de l'incertitude, on va d'abord commencer par l'intervention du professeur Gerhards et du docteur Clément Gakoubas sur l'incertitude au quotidien en neuroréa, suivi de l'intervention du docteur Lakifi sur les capacités métacognitives des médecins face à l'incertitude. On enchaînera... Je vous prends votre travail, c'est ça ? Désolé. On enchaînera sur la place des proches dans le projet de soins. Et puis, pour modérer cette session, on aura le plaisir d'avoir le professeur Payen de Grenoble et le docteur Sigaud de Paris. Et puis animer également la table ronde à l'issue de ces 3 présentations. Désolé, je vous ai pris un peu votre travail. Tu as le droit de tout faire. Donc, Thomas et Clément ? J'ai pas vu Clément. Il va pas tarder, je pense. Clément, il était 2-3 heures du matin, c'est ça, quand tu l'as vu ? Écoutez, je sais pas où il est, mais... c'est pas grave, je vais commencer parce qu'on avait prévu de... Donc merci beaucoup, Johan, pour l'invitation, pour l'organisation du congrès, pour tout ça, parce que c'est un super congrès, et merci beaucoup pour tout le boulot. Alors, on va commencer. Je vous propose que ce soit une session qui tente d'être interactive. Donc, selon toutes les probabilités, ça risque de ne pas marcher. Mais j'espère que ça va marcher. Alors, l'incertitude au quotidien, et on va essayer de ne pas se marcher sur les différents topos. Et donc, en premier topo, pourquoi on a changé, c'est parce qu'on voulait un peu poser un cadre et voir un peu quelles étaient les problématiques selon notre point de vue. Donc, comme dirait ma femme, malheureusement, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, l'incertitude, c'est un problème qui est général dans la médecine. Hein. C'est William Osler, qu'on connaît tous, médecin canadien. Vous savez, c'est un des pionniers et fondateurs du Johns Hopkins Hospital à Baltimore. C'est un des 4 fondateurs de ce magnifique hôpital. Ceux qui l'ont visité, c'est assez incroyable. Et qui a dit « La médecine est une science de l'incertitude et un art de la probabilité ». Alors c'est assez beau, hein, mais en fait, on va discuter pas mal de probabilités ce matin, un petit peu. Mais on discutera aussi de comment vous réfléchissez au lit du malade et est-ce que vous réfléchissez vraiment en probabilité. Je ne suis pas certain qu'on mette une probabilité sur tous les malades au lit du malade tous les jours pour prendre les décisions, mais ça on pourra en discuter. Alors, on va essayer de faire des sondages. Donc je vous propose de scanner ce QR code. Il n'y a pas besoin de télécharger d'application, vous allez arriver sur une page WooClap. Et quand les questions arriveront, elles arriveront sur votre téléphone normalement. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour scanner. S'il y a besoin, on pourra le remettre après. Et je vous demande même que les experts de la salle répondent aux questions, s'il vous plaît. Parce que moi, ça m'intéresse d'avoir des avis, que ce soit des avis des plus jeunes ou des avis des plus expérimentés, en particulier sur la décision. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps. Vous scannez, vous tombez sur une page, vous dites oui, qu'il faut accepter un truc... et puis après, vous verrez les questions apparaître. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Clément ? Ah d'accord, parfait. Le voilà, magnifique Clément. Non, mais on a juste commencé mon topo, tout va bien. Alors, on va parler des hématomes surtout, et un peu de trauma. Donc les hématomes intracrâniens, spontanés, différentes localisations. On pourra discuter de la difficulté de prédire
l'évolution en fonction, ou de la certitude en fonction de la localisation. Alors un petit cas clinique, vous avez compris que là vous allez devoir travailler un petit peu. Un homme de 71 ans, actif, hein, c'est un monsieur qui fait la marche à pied, qui n'est pas du tout grabataire, qui a un peu d'anti-agrégant parce qu'il a une coronaropathie mais qui est parfaitement stable. Et puis brutalement, ce matin, à 6h30, sa femme le trouve hémiplégique, droit, aphasique. Et en fait, il arrive aux urgences. Non, il prend la filière neurovasculaire, on lui fait un scanner, parce que parfois on fait encore des scanners avant de faire des IRM. Et on tombe sur cet hématome. Et vous êtes appelé aux urgences parce qu'il est Glasgow 11. D'accord ? Vous avez besoin d'informations supplémentaires ou pas pour ce malade ? Oui ? Un Doppler ? Ah, mais t'es aux urgences, il n'y a pas de Doppler. Ouais. Les pupilles sont réactives, symétriques, pas de souci sur les pupilles. Le score moteur du Glasgow ? Bon, en fait, il perd les points sur le verbal surtout. Ouais. Voilà, il est 6 moteur. Enfin, 6 d'un côté et puis hémiplégique de l'autre, quoi. Ok ? La question, c'est celle-là. C'est quoi votre prédiction de la mortalité à 1 mois ? Parce qu'en fait, quand on fait la certitude, il faut faire de la prédiction. Les docteurs adorent faire de la prédiction. Donc, c'est quoi de la mortalité à 1 mois ? Voilà. Mortalité à 1 mois. Ok ? À 1 mois, 1 mois, 1 mois, peu importe où il est. C'est quoi sa probabilité de mourir à 1 mois ? Ok ? Et ben là, vous le voyez, vous êtes voilà, comme ça, ok ? Donc vous allez essayer de répondre à la question. Normalement, vous devrez. Alors j'ai classé par 20, hein, donc 0, 20, 40, 60. Et vous voyez les autres ? Ouais, bon, c'est ça qui est drôle aussi, c'est de voir les autres. Ok. Donc on a suffisamment de votants, je pense, pour se rendre compte qu'en fait, bon, la majorité prédit une mortalité à 20%, mais il y en a quand même pas mal qui prédisent 80%, voire 60%. D'accord ? Eh ouais, surprise. Ça vous surprend ? Moi, ça ne me surprend absolument pas. On va y aller plus loin. C'est quoi le devenir neurologique de ce patient à 3 mois ? Qui est le critère de jugement habituel. Ok, donc on va parler d'échelle de Rankine modifiée. Je l'ai remise là pour qu'on se mette bien d'accord dans l'ordre à laquelle elle est. 0, c'est pas de symptômes, une vie parfaitement normale. Et 6, c'est le décès. D'accord ? L'échelle de Rankine modifiée, vous la connaissez tous. Je la remets. Voilà. Je vais vous demander de grader pour vous, ce patient, à 3 mois, comment il sera. Donc je vous laisse la regarder à nouveau pour que vous fassiez votre choix. C'est bon pour vous ? Allez, on vote. Allez-y. Ça va de 0 à 6. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même quelques-uns qui pensent qu'il va mourir, enfin 1 ou 2 qui pensent qu'il va mourir, voire qui est très, très lourdement handicapé. La majorité, c'est Rankine 4, et puis il y a quand même du Rankine 2 et du Rankine 3. D'accord ? Donc, voilà. Donc, vous avez probablement réfléchi en probabilité, probablement. Vous vous êtes dit, bon, ce malade, un hématome, j'utilise le score habituellement, volume de l'hématome, c'est un gros hématome, et donc, voilà, j'ai réfléchi comme ça. Vous ne connaissez pas parfaitement exactement la probabilité, mais ça, c'est l'étude, la grosse étude publiée dans Stroke il y a plus de 20 ans maintenant, qui, en fait, corrèle la taille de l'hématome avec la mortalité. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez 91%, mais il n'y a pas de plus ou moins, c'est 91% dans l'étude. Donc, voilà, moi, quand vous voyez des résultats comme ça, vous pouvez vous dire quand même, vous vous rappelez comment ça a été fait cette étude quand même, ces scores quand même. Je vous le montre pour que vous compreniez, enfin, que tout le monde ait conscience de sur à partir de quoi on réfléchit. Donc le score ICH, donc ICH, intracranial hemorrhage, que beaucoup de gens utilisent. Moi, j'utilise ce score régulièrement. Il a été validé, il a mis en relation un score, avec le score de Glasgow, la taille de l'hématome, le fait qu'il y ait une hémorragie intraventriculaire, l'âge du patient et l'origine infratentorielle, sous-tentorielle de l'hématome.
Là, ici, le petit n, c'est le nombre de patients qui a permis de faire ce score. Sur les graves, là, 6 patients, 29 patients, 32 patients. Donc, vous prenez probablement des décisions de réanimation ou d'arrêt des soins sur des scores qui ont été faits à partir de 6 patients. 20 patients, 30 patients. C'est ça qu'on fait tous les jours, hein, quand même. Donc, voilà. Alors que ce score, il est mondialement utilisé. Mondialement utilisé. Pour la mortalité, hein. Pour la mortalité. Ça veut dire que probablement, on arrête la réanimation de certains patients sur les plus graves, parce que l'intérêt, c'est d'avoir les plus graves, hein. Voilà, sur une cohorte de 30 patients, sans aucun écart type, là, sans aucun, voilà, c'est 100% de mortalité, et je ne sais même pas quel est l'écart type de la mortalité. Voilà, c'est ça qui se passe, quand même. Et ça, moi, je pense que, voilà, quand je vois ça, moi, je me dis quand même, ça m'induit un degré d'incertitude relativement élevé. Le pronostic fonctionnel, la deuxième question que je vous ai posée, vous êtes probablement basé sur le score, ou sur un score qui est à peu près comparable, qui est le score fonctionnel, hein, de prédiction fonctionnelle, qui reprend certains items qu'on a vus et qui reprend un autre item qui est est-ce qu'il y a un déclin cognitif avant le. Et bien alors regardez, vous voyez très bien que là c'est le nombre de patients qui a permis d'établir la cohorte. Hein. 0 patients, 13 patients, enfin bon, 42 patients. Voilà, c'est ça qu'on fait tous les jours. Hein. On prédit des pronostics neurologiques sur les malades très graves à partir de cohortes très faibles. Et en fait, voilà, moi je pense qu'en fait, on a une difficulté d'outils en fait valables. Et en fait, ma vision des choses mais on pourra en discuter, hein, parce que c'est que c'est compliqué en fait de connaître le pronostic des malades. Il y a plein de choses qui rentrent. Et c'est quoi le poids des différents items? Il y a l'âge, bien sûr, les comorbidités étant antérieures, mais les anticoagulants, la cause d'admission en réanimation, est-ce que c'est une pneumonie ou est-ce qu'il s'aggrave parce qu'il y a une dégradation neurologique, la localisation de l'hématome, le volume, la gravité initiale, l'examen neurologique à l'arrivée. Mais c'est quoi le poids respectif de ces différents items? Moi, j'en sais rien. J'en sais rien. Et est-ce qu'il y a des éléments dans la littérature qui me permettent, une fois que j'ai tout ça, d'avoir une probabilité relativement fiable? Et ben, en fait, j'ai pas ça pour l'instant. Je suis désolé, j'ai pas ça. Et donc, j'ai une incertitude élevée sur prédire les choses. Le même malade, le même. 8 heures, vous l'avez pris dans votre service, parce que vous êtes un bon docteur, vous avez dit celui-là, il est grave, et puis ça aggrave, bien sûr, et ça aggrave. Et donc là, voilà, il est gaz go 6, vous l'intubez, vous lui refaites un scanner, et vous tombez sur ça. OK? Et ben vous allez revoter maintenant. C'est quoi la mortalité à un mois de ce patient? Ça a changé. Vous êtes prêts pour voter? Votez. Je peux vous remontrer le scanner. Du coup, c'est ça, vous l'avez vu. Petite hémorragie intraventriculaire, gros hématome, un effet de masse sur la ligne médiane. Allez, je vous demande de voter, s'il vous plaît. Très bien. Donc ça va de 40% à 100%. Il y a 60, voilà. Ça, la majorité, quand même, c'est 80%, mais on n'est pas en démocratie ici. Hein. C'est-à-dire, moi, quand je prends une décision, c'est pas la majorité qui a raison en réanimation. Je sais pas, vous votez, vous? Alors moi, je suis pour arrêter la réanimation, moi, je suis pour continuer, et puis, s'il y a... vous faites ça? Moi, je suis pas comme ça chez moi. Hein, je sais pas comment vous faites chez vous, mais c'est pas la majorité qui a raison, puis parfois, la majorité a tort. Parfois, elle se trompe. Parfois, les plus jeunes veulent arrêter, les plus vieux veulent continuer, et voilà, c'est très souvent ça chez moi. Hein. On va en reparler, mais chez moi, les jeunes, ils veulent arrêter la réanimation à H24. Ils disent, puis les vieux, ils disent, bon, attends, peut-être qu'on va attendre un peu, il faut voir. Voilà. Bon, c'est quoi le devenir neurologique de ce patient à 3 mois? Votez. Ah, on a déjà voté? C'est peut-être j'espère qu'on ne s'est pas trompé. C'est possible qu'on ait... Ah non, c'est bon, ça rebouge. Ouais, ça... Je ne sais pas ce qui s'est passé. T'as pas accès? Peut-être qu'il y a un petit bug sur bon, vous avez compris, ce que je veux vous montrer, c'est qu'en fait, c'est très hétérogène les réponses. Donc, je vais t'arrêter de vous le montrer, mais on n'est pas tous d'accord. Hein, même avec des trucs très durs, hein, de 20% de mortalité. Je n'ai pas mis 10%, j'ai mis 20% de mortalité. Et puis le Rankin, entre un Rankin 0 et un Rankin 2, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas du tout la même 0, on est mort. Hein. Enfin, Rankin 6, pardon, on est mort. Alors, les médecins prédisent-ils bien le pronostic? Voilà une grande question. Est-ce qu'on est bon à faire ça? Est-ce qu'on est bon à prédire? Donc ça, c'est un de mes films préférés, La vie dans le fleuve tranquille. Ouais. Je ne vous dis pas ce qu'il dit à ce moment-là. Je ne sais pas si ceux qui l'ont vu disent, voilà, Marie-Thérèse ne jurait pas, mais là, ils disent autre chose.
vous vous rappelez, c'est quand ils ont interverti les bébés, voilà. Et en fait, des fois, on est quand même devant le lit du malade, on ne fait pas trop les malins, on se dit comment ça va évoluer. Et en fait, voilà, une très belle étude, je vous remontre, pour vous montrer qu'en fait, ce que vous avez fait, c'est de démontrer que c'est la même chose. Ils ont pris des neurologues, ils leur ont demandé, ils ont montré des vignettes à un patient. Voilà, vous avez ce patient, 63 ans, un hématome, Glasgow 11, avec une vignette, un scanner, exactement ce que j'ai fait. Ils ont demandé à 25-30 neurologues, je ne sais plus exactement, de prédire la mortalité. Et ben, ils ont les mêmes résultats que ce que vous avez fait, en fait. Il y a une grande variabilité. Il y a des gens qui la mortalité prédite par les neurologues, ça va de 0 à 100 en fonction. Et puis vous voyez que c'est très étalé et donc en fait, on ne prédit pas tous la même chose. Et c'est les gens qui travaillent au même endroit, d'accord, c'est ça qui se passe. Et puis, bien sûr, en fait, le problème, c'est que quand on pense qu'un malade va mourir, on l'arrête. On arrête la réanimation. Il y a une très belle étude qui montre que la probabilité de mourir d'un AVC est plus grande chez les patients admis dans les centres où les décisions de l'ATA étaient très fréquentes. Donc c'est bien, en fait, tout autre facteur pris en compte, c'est-à-dire la gravité, l'âge, les comorbidités. Donc en fait, les décisions de limitation, elles sont prises par les docteurs très différemment en fonction des patients. Et bien entendu, c'est un facteur de risque de mortalité majeur. D'accord ? Donc il y a bien sûr le fait d'être intubé, mais le fait d'être dans un hôpital où vous prenez souvent des décisions de limitation ou d'arrêt de la réanimation, c'est 3 fois plus de chances de mourir ou de risque de mourir. Donc vous faites des prophéties, enfin voilà. Et sur la traumato, en fait, je pense que c'est encore plus compliqué. Il y a un article extraordinaire que je vous conseille de lire dans le Lancet Neurology, publié par l'équipe de Center TBI, enfin Andrew Mas, David Menon. Il fait 40 pages, je pense, l'article, mais il est extraordinaire. Et il y a ce schéma dedans que je trouve magnifique, qui dit, voilà, vous avez trauma crânien, c'est quoi les déterminants du devenir ? Ben, on en parlait hier ou avant-hier avec les collègues, l'environnement social, hein, l'entourage, le fait d'être un homme, une femme, accompagné ou pas. Le fait d'avoir en fait l'environnement écologique, hein, c'est-à-dire dans quel système de santé vous êtes, est-ce qu'il y a de la rééducation, est-ce qu'il y a tout ça, le fait la santé mentale, le fait il y a probablement des choses biologiques, hein, la gravité du trauma, la réponse de l'autre à l'agression, et ben tout ça c'est des critères de devenir, mais dans quel poids respectif ça va? Je ne sais pas. Et en fait, il y a pas mal de papiers, et Jean-François que le fait que l'environnement, enfin l'accompagnement, le fait d'être par exemple un homme avec une épouse qui s'occupe de vous, est un déterminant majeur du devenir et de ces malades-là. Et les rééducateurs le savent bien, peut-être on pourra en parler, mais voilà, si vous êtes une femme avec un mari qui s'en va dès que vous êtes un peu malade, eh ben, vous avez peut-être moins de chances de récupérer correctement d'un traumatisé. Et ça, bah, voilà. Alors l'imagerie peut-elle nous aider pour lever un peu cette certitude, et puis je resterai dans le timing. Probablement oui, en fait. Probablement oui. Encore une fois, il y a des équipes qui ont une expérience majeure d'intégrer l'imagerie dans leur processus de décision. En particulier l'équipe de La Pitié, mais pas que, je vous montre ça, Vincent Degaut c'est là, mais c'est un article, je pense, qui est majeur dans la réflexion qu'on doit avoir. C'est-à-dire, pour bien vous expliquer un peu ce qu'ils ont fait, ils ont fait une IRM quantitative avec des mesures en fait de diffusion dans la substance blanche profonde chez des malades, en fait entre J7 et J35 après un trauma, et ils ont associé ça ou relié ça avec la mortalité, le devenir neurologique à 1 an. Et ils ont fait des trajectoires de patients donc en fait il y a des patients qui vont bien et qui vont être correctement classés par l'IRM, c'est des verts. Voilà. Il y a des patients qui sont mal, qui vont pas bien, et qui ont une IRM catastrophique et qui vont pas bien évoluer. Et puis il y a une zone grise au milieu, dans lesquelles probablement l'IRM peut vous aider à mieux classer les malades. En fait, c'est ces malades-là, en fait, qui vont probablement on va arriver à voilà, les malades très graves ou les malades qui vont très bien, probablement peu d'intérêt d'une imagerie quantitative, mais les malades dans lesquels il y a une zone grise, on peut probablement en fait améliorer la prédiction du devenir à 1 an en s'aidant d'imagerie quantitative comme l'IRM. Et donc, nous, c'est un peu ce qu'on fait dans notre service, c'est-à-dire on ne fait pas d'IRM à tous les malades, on fait l'IRM à des malades chez qui on a besoin d'avoir une prédiction un peu meilleure. Alors, l'IRM, c'est un peu ce qu'on fait dans notre service, c'est-à-dire on ne fait pas d'IRM à tous les malades, on fait l'IRM à des malades chez qui on a besoin d'avoir une prédiction un peu meilleure. Alors, l'IRM, c'est un peu ce qu'on fait dans notre service, c'est-à-dire on ne fait pas d'IRM à tous les malades, on fait l'IRM à des malades chez qui on a besoin d'avoir une prédiction un peu meilleure.
Et je finirai par 2 points qui, moi, sont une réflexion majeure. Il y a des papiers récents, Center TBI, qui montrent qu'en fait, il y a une part génétique au trauma crânien. Et toute la question, on le savait tous depuis des années, mais cet article il est magnifique parce qu'il vous dit que quand vous avez un trauma crânien, il y a probablement quelque chose comme 25% du devenir qui est relié à des phénomènes génétiques, héréditaires. D'accord ? Quoi que vous fassiez. Ils ont pris en compte 4000 patients, des sujets européens. Ils ont pris en compte l'âge, la santé avant l'accident, la gravité de l'accident. Et ils se sont rendus compte que ça ne comptait probablement que pour 35% la variabilité du devenir des malades. Moi, ça m'interroge quand même, ça. Hein. Et en fait, et 25%, c'est des choses génétiques. Moi, aujourd'hui, je ne fais pas d'analyse génétique aux malades en réanimation, alors que ça, probablement un quart du devenir est lié. Et ma vision des choses, mais vous en ferez ce que vous voulez, et je la partage avec d'autres... c'est qu'en fait, le pronostic trauma crânien, il est probablement quelque chose comme ça. 40%, et 35-40%, c'est la gravité de l'accident. Voilà, ou l'âge, ou la santé, l'autonomie avant l'accident. 40% du devenir. 25%, c'est du génétique. 15%, c'est les traitements que vous faites, ou les mauvais traitements que vous faites, ou le mauvais endroit où vous êtes. Et 20%, on n'en sait rien. Et ben voilà. Donc ça, c'est moi aujourd'hui, c'est mon incertitude à moi, ça. C'est-à-dire que voilà, vous prenez en prenant des décisions, en prenant en compte tout ça. Et pour moi, c'est l'incertitude. Et je finirai en vous montrant ce magnifique article du New England qui dit qu'en fait, il y a 2016, hein, qui dit en fait, c'est la prochaine révolution médicale en 2016. Et là, on y est, je pense, aujourd'hui, à ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin d'avoir une tolérance sur l'incertitude, et ça n'a jamais été aussi urgent. Ils disent un truc, ils disent, les étudiants en médecine, les digital naïves, là, les millennials, enfin vous, là, les jeunes là, qui êtes au bout, là, ils ont besoin, ils cherchent de la structure, de l'efficacité et de la prédictibilité. Ils ont besoin de certitude, en fait. Okay ? Ils insistent sur le fait de savoir la bonne réponse. Et ils sont frustrés quand on ne peut pas leur donner. Okay ? Les vieux, voilà. Et ben en fait, ils disent, moi je ne peux pas répondre à ta question. Je sais pas si... Et là, on a un problème, en fait. Les jeunes, ils disent, mais non, mais je veux arrêter le malade. Et puis les vieux, ils disent, mais non, il faut attendre. Et en fait, c'est ça qui se passe dans les services tous les jours. Voilà. Moi, mes jeunes, ils veulent arrêter les malades. Voilà. Et on est obligé... je ne sais pas s'ils ont raison ou pas raison. Hein, vous avez compris que vous n'aurez pas la réponse aujourd'hui. Hein. En fait, il faut parler plus d'hypothèses, plus que de diagnostic. Il faut changer les demandes des patients et des médecins et faciliter un transfert de culture des choses très certaines à des choses incertaines. Donc ça veut dire qu'il faut avoir de l'humilité. Il faut accepter de se tromper, il faut avoir de l'humilité. Et ça, on change un peu de profil de médecin. En gros, la certitude est une illusion. Et bien oui, c'est sûr, mais c'est mieux si on le dit quand même. Je pense que c'est mieux si dans l'équipe, on est d'accord que la certitude n'est pas un objectif de notre équipe aujourd'hui. Voilà. Moi, je ne veux pas avoir un truc qui nous dit celui-là, il a 80% de chances de mourir, plus ou moins 0,2%. Ça n'existe pas et ça ne marche pas. Et donc, en fait, voilà. Et donc, je vous remercie. J'ai essayé de mettre le remerciement en breton, on va dire, sympa. Et je vais passer la parole à Clément, qui est ici et qui va enchaîner sur les aspects un peu plus conceptuels. Ouais, je passe tout, Merci, je m'excuse un petit peu, je suis en train de perdre ma voix, mais en parlant comme ça tout doucement, on va démarrer en douceur et vous allez bien écouter ce que je vais vous expliquer. Donc l'incertitude en neuroréanimation, on va voir si vous êtes la personne de gauche ou la personne de droite sur cette vignette. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, on mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. C'était pour introduire. Alors cette phrase, on l'a attribuée à Emmanuel Kant, mais on n'en est pas en fait tout à fait sûr. En fait, il y a beaucoup déjà d'incertitudes sur cette notion d'incertitude et je voudrais qu'on réfléchisse ensemble un petit peu sur ce que c'est l'incertitude. J'ai un peu loupé mes animations, mais c'est pas très grave. En fait,
On peut envisager de réfléchir en se disant que l'incertitude, c'est le contraire de la certitude. Alors c'est quoi la certitude? Alors on peut réfléchir avec des énoncés. Donc par exemple, si je prends l'énoncé, tous les célibataires sont non mariés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut être sûr de cet énoncé? Ouais, on peut en être sûr, parce que finalement, c'est une sorte de vérité logique. Si je dis que j'en ai pas malade, le docteur a dit qu'il ne l'était pas. Est-ce qu'on peut être sûr de cette proposition? Ouais, exactement. Donc là, c'est une notion de certitude qu'on appelle épistémique, qui renvoie finalement aux données que l'on connaît. Donc en fait, déjà, sur la notion de certitude, il y a différentes définitions de la certitude. Pour en venir à l'incertitude, c'est une notion qui est diffuse dans beaucoup de domaines de la connaissance. Donc on a tous entendu parler du principe d'incertitude d'Heisenberg, d'ailleurs qu'il faudrait plutôt parler de principe d'indétermination. On a tous fait des statistiques et la notion de variabilité de distribution des variables, c'est aussi une notion qui est rapportée à l'incertitude. En économie, c'est une notion qui est également particulièrement étudiée et qui est en rapport avec l'incapacité à prévoir des événements futurs. Et donc, pour vous montrer que cette notion, elle appartient à différents champs de domaine, et quand l'on voit ces différentes catégories, finalement, la notion d'incertitude en médecine, elle est assez proche de la manière dont elle est étudiée en économie, avec une réflexion sur l'impact sur la prise de décision que ça peut avoir, ou bien en psychologie, sans vouloir déflorer la présentation de l'oratrice suivante. Ah oui, et donc l'incertitude en médecine, on va la trouver sur différents niveaux, diagnostic, pronostic, c'est ce qu'on vient de voir avec Thomas. Moi, vous savez, moi j'aime bien l'éthique, et donc je vais me centrer un peu sur l'incertitude en éthique. Vous savez, il est commun de réfléchir, de se dire depuis 40 ans, depuis le Beauchamp et Chaldrès, que notre pratique éthique repose sur 4 piliers, que sont le respect de l'autonomie, la capacité qu'un individu à choisir ce qui est bon pour lui, la bienfaisance, agir pour le bien d'autrui, la non-malfaisance, ne pas nuire inutilement, et enfin un principe de justice, c'est-à-dire une répartition équitable entre tous. Donc, ces principes ne sont pas hiérarchisés, mais le principe d'autonomie revient beaucoup dans les situations où on va se poser des questions sur ce qu'il est bon d'un point de vue moral de faire. Alors le principe d'autonomie, on pourrait se dire que c'est très simple, il suffit de demander au patient ce qu'il veut, voilà. Mais bon, on travaille en réanimation et souvent les patients ne peuvent pas s'exprimer. Alors, on a 2 solutions, on a les directives anticipées et la personne de confiance. Les directives anticipées, moi j'en ai quasiment jamais, je pense que vous avez la même expérience. Et puis pour ceux qui avaient rapporté les directives anticipées dans les équipes médicales, ils disaient que souvent elles ne servaient à rien, elles étaient trop floues. Donc c'est dans ce contexte-là que la SRLF, vous savez, avait proposé ce formulaire, un formulaire très précis qui passe est-ce que j'accepte ou pas d'être hémiplégique, est-ce que j'accepte ou pas une trachéotomie. Bon, en tout cas, c'était une tentative de réponse à ce problème. Or, cette notion de directive anticipée, elle présuppose en fait certains points et qui sont débattus d'ailleurs dans d'autres champs, notamment le champ de la philosophie. Vous savez que, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du bateau de Thésée, donc ce personnage de la mythologie qui a fait un jour un très grand voyage, et puis son bateau s'est cassé, et puis toutes les pièces, une première pièce a été changée, une deuxième pièce, une troisième pièce, et à la fin de son périple, il n'y a plus aucune pièce du bateau initial. Et la question est-ce qu'à l'arrivée, on sait toujours le bateau de Thésée? On peut même complexifier en disant que toutes les pièces ont été récupérées, qu'on a refait un deuxième bateau, et que l'autre bateau, est-ce que c'est le nouveau bateau, le bateau de Thésée? Et donc, il y a toutes sortes d'expériences de pensée qui interrogent la notion d'identité. Là, c'est une autre expérience de pensée où, en fait, on a un enfant qui, un jour, a fait une bêtise quand il était petit. Devenu plus grand, il a accompli un acte héroïque sur le champ de bataille pour lequel il a été honoré. Et puis, devenu vieux, c'est un vieux général. Et donc, on a 3, on va dire, individus, A, B et C. Eh bien, B se souvient de A, c'est-à-dire que le jeune soldat se souvient de l'enfant qui a été puni pour la bêtise qu'il a faite. C se souvient de B. Donc le vieux général se souvient d'avoir accompli son exploit sur le champ de bataille, mais le vieux général ne se souvient pas d'avoir été l'enfant qui a été puni. En fait, si on pose tout ça en A égale B et C égale B, il faut suivre, en fait, on n'arrive pas à établir l'identité que A égale C. Donc en fait, cette notion d'identité, quand on essaie de l'aborder d'un point de vue logique, on se prend les pieds dans le tapis. Alors je passe sur tout ça, il y a aussi des expériences de pensée sur la télétransportation, où on se pose la question de Star Trek, vous vous en souvenez, dans Star Trek, en fait, les gens rentrent dans un télétransporteur, le corps est détruit, et puis il est reconstruit à l'identique ailleurs dans l'espace. Et en fait, ça interroge sur le fait de se dire, finalement, si mon corps est détruit, mais que ma conscience est ailleurs, est-ce que ça me va?
Et donc cette notion d'identité, elle est clairement pas simple. Et souvent, on a l'impression dans des expériences de pensée comme ça, qu'on se projette dans le futur à travers la continuité de notre corps. Et donc c'est ça qui fait qu'on se sent relié à notre nous du futur. Et notre nous du futur se sent relié à notre nous du présent via la mémoire. Et le problème, nous, c'est qu'on peut avoir des patients qui n'ont plus de mémoire. Et donc cette boucle qui garantit cette identité, elle n'est pas garantie, elle n'est pas maintenue. Et il y avait un point que j'avais trouvé intéressant dans la réflexion éthique en Suisse. Ils ont une commission d'éthique qui avait réfléchi aux conditions nécessaires pour que les directives anticipées puissent être pertinentes. Ils posaient comme conditions nécessaires la continuité de la personne, la capacité de discernement et la capacité d'anticipation. Et c'est cette continuité de la personne, justement, que je voulais vous montrer qui est déjà discutable, enfin, d'un point de vue philosophique. Et donc, pour apporter du moulin à l'échange de l'eau au moulin à l'échange qu'on va avoir, on a fait un travail dans le cadre d'un master 2 d'éthique. Donc, c'est un travail qui n'est pas publié, qui a été soutenu tout récemment. Et on a pris un scénario classique de neuroréanimation. Donc, on a un... Oui, c'est ça. Je vais parler comme ça. On a un traumatisme crânien grave, ici à J0. À 48 heures, il est en hypertension intracrânienne. Se pose la question de faire une crânectomie, avec une très grande incertitude, avec que ce soit du côté réanimation ou du côté chirurgical, une sorte d'équipoise, une incapacité à déterminer. Et puis, admettons que cette crânectomie est faite, que le patient survit. On se retrouve à J28 avec un patient post-relationnel qui n'est pas encore sevré de la ventilation et pour lequel s'amorce une réflexion éthique où on se pose la question de l'arrêt des thérapeutiques, de la limitation des thérapeutiques ou bien du maintien des thérapeutiques sans limitation. Et en fait, dans ces situations qu'on a tous connues, parfois à J2, là, pour la question de la crânectomie, on aurait envie de réveiller le patient et qu'il nous dise ce qu'il veut. Et puis comme ça, on aurait la certitude d'avoir agi d'un point de vue bon, d'un point de vue moralement bon. Mais évidemment, ce n'est pas possible. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a soumis ce scénario à des sujets non malades. Donc, c'est un questionnaire qu'on a partagé. Et on a demandé à des participants de remplir les directives anticipées sur le formulaire de la SRLF. Donc, l'avantage du formulaire de la SRLF, c'est que ça permet d'avoir des données facilement quantifiables. Et donc, les participants ont été randomisés. Il y avait un groupe qui devait remplir leurs directives anticipées en amont de la présentation du scénario. Et puis un second groupe qui devait les remplir une fois qu'on leur avait présenté le scénario. Et donc à chaque fois dans le scénario, on leur demandait, premièrement, s'ils étaient d'accord ou pas pour la crânectomie, en leur disant en expliquant toutes les incertitudes qu'il y avait derrière. Et après, on leur disait, la crânectomie a été faite, et à J28 se posent les trois questions que je vous ai présentées. Alors je vais vous présenter le résultat final de ce travail, mais juste avant, c'était pour vous faire participer à ce type de réflexion avec plein d'incertitudes. J'ai pris des participants. Alors j'ai anonymisé les photos, ce sont des photos faites par intelligence artificielle. Et comme je sais ce que c'est... Ah ouais, excusez-moi, hop. Oui, j'ai un petit problème d'animation. Comme on sait les souhaits réels des patients, je voulais vous faire réfléchir à ce que peut être leur souhait. Alors je vais avoir un petit problème parce que là en fait vous avez la réponse sous les yeux. Donc là par exemple c'est un individu qui a 35 ans, qui a des enfants et il n'a pas rédigé de directive anticipée et à la question de la crânectomie décompressive, je voulais vous faire réfléchir pour vous dire est-ce que vous seriez en faveur ou pas de faire cette crânectomie décompressive et après vous dire ce que les patients les potentiels patients, eux, auraient souhaité. Donc là, en l'occurrence, ce sujet-là ne souhaiterait pas être opéré. Deuxième temps de la réflexion, on arrive à J28, ce patient est post-relationnel, et la question est, quelle option souhaitez-vous ? Ah oui, ok, ça marche. Hop, ouais, non, hop. Ouais. Donc là, on est à J28, j'espère que vous avez les éléments en tête. La question est pour ce patient, donc il est post-relationnel, il a 35 ans. Ouais, voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Quelle décision paraîtrait la plus favorable d'un point de vue éthique ? Arrêt des thérapeutiques, limitation ou poursuite ? C'est la première fois que je teste les vignettes dans ce sens-là, donc
C'est juste intéressant de voir ce que ça donne. Ça continue encore de participer. Là, c'est bon. Donc là, donc vous voyez, la salle est plutôt en faveur d'une limitation des thérapeutiques. Deuxième vignette. Ah oui, regarde, attendez, hop. Une patiente qui a 36 ans, toujours la même chose, pas directive anticipée, elle a des enfants. D'après vous, est-ce qu'elle est en faveur d'une crânectomie décompressive ? Une fois qu'on lui a expliqué tout ce qu'il a, toutes les conséquences. C'est-à-dire, on explique que pas de crânectomie décompressive, le patient décède. Crânectomie décompressive, il y a toute l'incertitude entre état d'éveil non hypodampe, aussi relationnel ou handicap. Là, c'est bon. Donc, le choix dans la salle est plutôt net. Alors, donc là, ça tombe bien, en fait, la personne en question souhaite bien bénéficier d'une crânectomie. Et on est à J28, elle est aussi relationnelle. Donc plutôt en faveur de limitation des thérapeutiques. Et ça tombe bien, c'est... non, ah oui, alors elle souhaite une poursuite des traitements sans limitation des thérapeutiques en l'occurrence. 56 ans avec enfant, profession intermédiaire. Bon, la tendance est à 80% en faveur de la crânectomie décompressive. Alors là, cet individu, il était dans le bras directive anticipée. Donc là, en l'occurrence, cet individu, il dit qu'il ne souhaite pas être opéré. Et dans le bras directive anticipée, donc on avait en plus leur directive anticipée. Et je vous les présente dans le désordre, mais c'était de faire réfléchir, de se dire que même lorsqu'on a des directives anticipées, les réponses des individus ne sont pas forcément cohérentes. Là, c'est une vignette que je vous présente comme ça. Ici, c'est une potentielle patiente de 47 ans, vit seule, avec enfant. Cette directive anticipée qu'elle a remplie là dans le cadre de l'étude, elle a mis non à tout. Pas de réanimation, pas de massage, pas de ventilation, etc. Et malgré tout, à la crânectomie, elle indique qu'elle souhaite être opérée. Et à J28, mystère. Voilà, donc je m'arrête là sur les vignettes, mais l'idée c'est juste vous montrer que parfois on va centrer notre réflexion en essayant d'identifier les valeurs du patient et ce qu'il souhaiterait, et en fait c'est très incertain, et même lorsqu'on a les directives anticipées sous les yeux, c'est pas forcément plus simple. Donc là, vous voyez, donc cette personne-là, elle avait dit non à tout, puis finalement, donc la crânectomie ok, et à J30, c'est poursuite des traitements sans limitation des thérapeutiques. Donc même si on avait eu cette directive anticipée, ça ne nous met pas les bris du fait qu'on a un changement d'avis. Et donc le résultat global de l'étude, c'est ça. C'est-à-dire que dans le groupe directive anticipée a priori, en fait, on a quantifié le nombre de réponses qui étaient en faveur de maintien de thérapeutique. Et donc, il y avait 33% de directives anticipées qui étaient en faveur de maintien d'un thérapeutique. Et lorsque ces directives anticipées étaient remplies après le scénario, donc une fois que les individus savaient dans quel contexte elles seraient appliquées, on passait de 30 à 60%. Voilà, donc tout ça, ce sont des éléments de réflexion. Je ne sais pas ce qui est bien, ce qui est bien ou pas bien, mais voilà, c'est pour participer au débat. Je vous remercie.